Bonjour à tous, c'est dans cet environnement aride et désertique que j'ai envie de parler de changement climatique. On va parler d'une possibilité d'effondrement de notre civilisation. L'effondrement de notre civilisation serait un processus dans lequel les besoins de base de notre population, qui sont se chauffer, se nourrir et se déplacer, ne seraient plus des services encadrés par la loi. C'est une petite prise de conscience. Je vous souhaite une bonne vidéo et à bientôt. Considérer toutes les difficultés qui attendent l'humanité. Liste et l'analyse d'une série de dangers. Et le point principal, c'est que pour moi, chacune des menaces qui se sont concrétisées, par exemple comme la menace climatique, chacune des menaces se couple avec les autres. Et donc, on pourrait peut-être échapper à l'une, mais on ne peut sans doute pas échapper au complexe de l'ensemble de ces menaces. Comment vous voyez le pouvoir politique gérer cette grande liste ? Est-ce que vous voyez une force politique prendre les choses en main ? Est-ce que vous voyez la force publique prendre les choses en main ? Est-ce que le public est conscient de ces menaces-là ? Je vous répondrai d'abord sur votre question sur les pouvoirs publics. Je pense que le problème échappe complètement au pouvoir politique. Et d'ailleurs, on peut trouver un exemple très simple, c'est qu'il y a eu la COP21 il y a maintenant 3 ans, ou quelque chose comme ça, et tous les États ont promis d'améliorer le bilan carbone. Rien n'a été fait par aucun gouvernement depuis. Et en particulier, c'est très curieux, c'est que le gouvernement français qui a fait cocorico avec le rôle qu'il jouait dans la réunion, n'a pas fait plus que les autres. Et disons que notre consommation en carbone a augmenté depuis la consommation de la France. C'est-à-dire qu'on a des analyses en silo. Il y a les climatologues qui parlent des risques et des menaces, l'énergie, la finance, l'économie, la biodiversité, et peu d'analyses transdisciplinaires, systémiques, globales, et peu de connaissances sur les systèmes complexes, sur les réseaux, sur les effets de seuil, sur les effets de contagion, etc. Donc moi j'ai malheureusement lu votre livre un peu vite d'ailleurs, et après avoir publié le nôtre, mais ça se rejoint sur beaucoup de constats. Et sur la population, on voit clairement qu'on a atteint des limites planétaires du système Terre. Il y a 2 moyens, on réduit la population et ou on réduit le niveau de vie. Et pour l'instant, on ne sait faire ni l'un ni l'autre. Et ça inclut la question des inégalités, parce que plus on a des ultra-riches qui consomment beaucoup, plus les pauvres et les ultra-pauvres veulent leur ressembler dans une course effrénée à la consommation, à la destruction. La situation va s'aggraver rapidement. Le Pakistan, etc., les glaciers sont en train de fondre. Et la Chine récupère tout ça ? En plus, et à cause du réchauffement climatique, il y aura bientôt, il y a de moins en moins d'eau qui arrive. Et là, ça crée des conflits géopolitiques majeurs, avec une édification de murs, et puis c'est des pays aussi qui ont la bombe nucléaire, il ne faut pas l'oublier. Et donc, j'avais vu une étude il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dans Nature, où ils analysaient l'état de l'eau en fonction des populations. Et il y a 3 zones, ils ont à haut risque pour la disponibilité en eau des populations. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est contre-intuitif, c'est l'Inde, la Chine et l'Europe. Pourquoi ? L'Europe, les pays riches. Pourquoi ? Parce qu'il y a une densité de population très élevée. Et en fait, c'est pas simplement, c'est très important l'accès à l'eau naturelle, mais il y a aussi la potabilisation, le traitement de l'eau et la distribution de l'eau qui est consommateur d'énergie, de ressources, de beaucoup d'énergie. Ça veut dire que l'accès en eau des Européens moyens, il dépend d'un système artificiel qui dépend de ressources, d'énergie, de terres rares, etc., et d'ingénieurs, d'une complexité administrative, technique, qu'on doit maintenir en place, qui est très complexe et très cher. Donc c'est une sorte on vit sur une sorte de coussin artificiel très vulnérable. Alors, il y a un changement climatique, et ce changement climatique, on a raconté qu'il il se traduit par un changement
en degrés centigrades sur toute la planète, étant donné que pour un changement de 5 degrés centigrades, on a un âge polaire. C'est-à-dire qu'il y a 5 degrés entre l'âge polaire et maintenant. Et donc, c'est vous dire que quand on dit 1 ou 2 degrés, c'est très sérieux. Le GIEC s'est battu pour forcer les gouvernements à accepter comme objectif stratégique un changement mondial de 1,5 degré. C'est tout à fait ridicule. Il n'est pas question de s'arrêter à 1,5 degré. On va certainement le dépasser assez rapidement. C'est un peu ce que dit le GIEC, c'est-à-dire que le 1,5 degré, il est déjà mort. Jacques, on est dans la merde? Est-ce qu'on est dans la merde? Ah oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas que l'eau, il y a beaucoup d'autres facteurs. Le changement climatique va amener en même temps une modification profonde et peut-être un arrêt de la mousson. Et donc, voilà, vous avez plus d'1 milliard de gens en Inde qui vont se retrouver avec des ressources agricoles très diminuées et des ressources en eau allant vers le zéro. Pour revenir au GIEC, il y a 2 choses en fait. Le GIEC, c'est la synthèse de publications qui sont déjà un petit peu passées il y a quelques mois. Ça va très vite en climatologie. Et du coup, ils disent, c'est un rapport spécial, hein, c'est juste le résumé, qui dit « il est encore possible d'aller vers 1,5 degré ». J'y crois pas entre nous, mais c'est le message qu'ils veulent faire passer. En gros, on va peut-être vers 2, 3. Et en fait, là, je reviens à l'étude qui est parue le 6 août dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, d'un peu la même équipe qui avait fait la super étude dans Nature en 2012 sur le possible basculement de toute la biosphère dans un état invivable. Dans quelques temps, on pourrait basculer vers un état globalement insupportable pour la majorité des espèces sur Terre. Et en fait, ils ont remis le couvert. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en fait, il y a 15 grandes boucles de rétroaction, je parle du climat, hein, dans le climat, genre la fonte du permafrost, la fonte de la calotte polaire, les courants océaniques, etc. Et ils disent qu'il y a 3 sortes de grandes boucles de rétroaction. Les premières qui se déclenchent à plus 1, plus 3 degrés sont déjà énormes. Il y a les moyennes qui se déclenchent à plus 3, plus 5 degrés. Et il y a celles qui se déclenchent à plus 5 degrés. Et le problème, c'est ce qu'ils disent, c'est que les premières boucles ont la capacité de déclencher les deuxièmes, les moyennes, qui déclencheraient l'ensemble des boucles de rétroaction, ce qui fait qu'on irait très vite vers une trajectoire thermodynamique de planète étuve, hothouse Earth. Et les scientifiques nous disent, en fait, on est dans une pirogue, on voit le courant accélérer, ça remue, on ne peut plus ramer en arrière, c'est trop tard. Et devant, il y a les scientifiques qui disent « Oh, regardez, il y a un grand vide à 200 mètres. » Effroi, sidération. Par contre, l'équipe dit, et c'est un peu comme le GIEC, « Regardez là sur la gauche, il y a encore un petit rocher, on peut espérer s'accrocher. » Si on rame tous ensemble, maintenant, à fond et de manière coordonnée. Et tous, c'est l'humanité. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même mal barré. Mais il y a une petite chance, c'était le message de l'étude. Et encore, si on arrive à s'accrocher au petit rocher, ça veut dire plus 2 de moyenne, ce qui est déjà catastrophique parce que ça a la capacité de quand même déclencher des petites boucles, ou de se prendre une vague qu'on n'avait pas prévue, ou éventuellement, s'il y en a dans la pirogue qui ont décidé de refoutre le bordel, de basculer la pirogue vers la planète étuve. Donc voilà où on en est. Jacques? C'est-à-dire revoir notre rapport au monde. Comment on considère les animaux, les plantes, l'univers, nous, les humains, autrement. Et je pense que toute notre manière d'être au monde depuis 3 siècles nous a foutus dans la merde. Donc c'est une des pistes, voilà, encore un des leviers, d'aller re-questionner ça et de remettre en cause ça. On parlait du capitalisme. Ah, bon, j'ai perdu. Et comment avoir un cap écologique avec un modèle capitalistique qui est profondément agressif et corrosif sur notre biotope? Jacques? Alors là, c'est peut-être quelque chose que je reprocherais aux écologistes, c'est leur phobie du nucléaire. Le mal, c'est que le système économique pervertit l'âme humaine. C'est ça que vous dites. Pour moi, le problème, il est plus en amont, c'est la taille
des systèmes, c'est la démesure et l'échelle des systèmes. Et on a dépassé des seuils de taille de système qui sont devenus au-delà du seuil de convivialité, en fait. Au début, tu as des petits systèmes techniques qui nous libèrent, et au-delà d'un seuil de convivialité, ça a été théorisé par Ivan Illich dans les années 70, le système technique devient trop grand et aliène son créateur. Par exemple, la voiture, ça te libère, parce qu'au début, tu peux aller plus vite. Sauf qu'à un moment, tu as tellement de voitures que tu passes plus de temps dans les embouteillages, ça t'aliène. L'école, ça libère, ça apprend à lire et à écrire, sauf qu'à un moment, il y a trop d'écoles, ça norme, ça fait que des moutons, ça t'aliène, etc. À l'hôpital, c'est pareil et tout. Et là, le système global, économique, politique, c'est des macro-systèmes qui sont devenus trop complexes, trop chers en énergie pour maintenir, trop, etc. Jacques en parle bien dans ses bouquins. Et c'est devenu aliénant. Et on est verrouillé dans ces macro-systèmes et on risque vraiment, les menaces, c'est ça, c'est aller vers trop de capitalisme, de démesure en fait dans tous les sens du terme, parce qu'on a des trop gros systèmes. Qu'est-ce que c'est réduire la taille du système, simplifier un système? C'est ce que l'archéologue Joseph Tainter appelle un effondrement. Une simplification des macrosystèmes, c'est un effondrement. Voilà, alors ça peut être choisi, dirigé, je ne sais pas, j'en doute, subi, en tout cas effondrement, renaissance, ça fait partie des dynamiques, et la possibilité aussi, il faut vivre avec la possibilité que ça ne renaisse pas non plus, ça ne puisse ne pas renaître. Jacques? Moi, je n'emploie pas le mot réchauffement climatique, mais le changement climatique. Et là, c'est pareil, il y aura des changements dans les rapports internationaux, des changements dans les habitudes. Et je pense que, en même temps que cette évolution générale, il va y avoir une évolution technique. Je suis très frappé par l'évolution de l'électronique, qui pour moi, depuis 1960, est le ressort de l'histoire, avec des impacts énormes que nous ne mesurons absolument pas dans les relations humaines. Et donc, nous avons toute une série de courbes d'évolution croissante vers le non supportable. Donc, effectivement, je crois qu'il se passera des choses. Et ces choses seront mauvaises. Parce que quand vous avez une épidémie de variole et que vous avez la moitié de l'humanité qui disparaît en 3 mois, ça s'appelle un changement. Un changement. Et ça va arriver. Donc une profession qui va... dire que toute l'humanité entre dans une phase de soins palliatifs. On pourrait le dire. Je veux dire, en fait, c'est ce qu'on est en train de dire ce soir. Sur la mort. Et là, on parle d'un effondrement de la société, c'est-à-dire la mort de notre société, de la biosphère, de notre espèce. Tout est possible encore. Je veux dire, ça dépend des boucles de rétroaction et tout ça. Donc là, on parle de la mort en général. Alors, accepter ça, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire commencer à être dans une posture où on va pouvoir se mettre en marche, faire quelque chose, essayer de bien vivre avec. Et on ne sait même pas si ça va réussir ou pas, mais on va essayer de bien vivre ces années-là. Le thème de l'effondrement, alors ce n'était pas encore là à l'époque, mais je crois que c'est 1 ou 2 ans après, j'ai fait une étude sur l'agriculture sans pétrole. Donc j'ai ma formation en agronomie, et collé au pic pétrolier, ça donne quoi? Et du coup, les agronomes, en fait, ils parlaient souvent de peut-être la fin des énergies fossiles, mais sans plus. C'était un tiret, tu sais, dans les PowerPoint, voilà, peut-être, c'est un risque. Et puis les spécialistes du pic pétrolier, parce que du coup, j'allais à des colloques, j'ai participé à l'ASPO, l'association pour l'étude du pic pétrolier et de gaz en Belgique. Et puis eux... Vous connaissez Daniele Ganzer, non? Non. Il est en Belgique? Il fait partie de ce truc-là, non? Il est en Suisse. Non, j'ai pas connu en Suisse. Mais du coup, eux, c'était pareil. Ils faisaient des PowerPoint en disant, bon voilà, il y aura des problèmes dans l'économie. Puis un tiret, c'était l'agriculture. Mais il n'y avait pas de connexion. Du coup, j'ai fait une étude pour Barricade sur l'agriculture, disons, sans pétrole. Pour moi, c'était un déclic parce que j'amorçais déjà une réflexion qui était nouvelle en Europe. Parce que j'ai vu aux États-Unis, il y avait déjà 2-3 penseurs, des centres, je pense au Land Institute avec Wes Jackson qui travaillait là-dessus. Ils développaient des nouvelles techniques de traction animale. Enfin, c'était fou pour un agronome.
et même des céréales pérennes, des céréales qui ne doivent pas se ressemer, enfin, c'était génial. Et en Europe, rien. J'ai même demandé, je me souviens, à une conférence à Michel Griffon, un des grands penseurs de l'agriculture, de l'agronomie en France, qui était, je crois, directeur adjoint de la recherche, de l'Agence nationale pour la recherche, un truc comme ça. Et puis je lui pose une question après sa conférence, je lui dis l'agriculture sans pétrole, post-pétrole? Il me regarde, il fait ah, ouais, c'est intéressant. J'avais jamais vu ça sous cet angle. Et je lui demande est-ce qu'il y a des labos de recherche en Europe qui travaillent là-dessus? Non. Et du coup, ça m'a remotivé à me mettre là-dessus. Et devant un fait, l'être humain, il est incroyable. Il préfère renoncer aux faits, mais garder ses croyances, plutôt que changer ses croyances pour les accorder aux faits. Ça annonce peut-être la fin définitive de la croissance mondiale. Ça ne marche pas, ça colle pas. Donc il faut renoncer à ses croyances, à ses histoires, à tout ce qui a fait notre carrière. Si c'est un scientifique qui a déjà, un poste, qui a déjà des publications, renoncer à tout ça, c'est difficile. Donc on est pris dans des schémas. Ce que tu entends par effondrement, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est... la définition des archéologues, c'est une diminution brutale de la population dans une zone donnée, dans une région donnée. Ça, c'est une définition qui est pas mal quand on regarde a posteriori, quand on regarde le cas de la civilisation romaine, maya, etc. Par contre, pour nous, c'est un peu délicat. Si on dit, et c'est une possibilité, qu'un effondrement global a déjà commencé maintenant, aujourd'hui, parler en termes de population, voilà, cette définition n'est pas terrible. Du coup, nous, on a utilisé la définition qu'avait proposée Yves Cochet, qui est le processus à l'issue duquel les besoins de base de la population, se chauffer, se nourrir, se déplacer, ne sont plus fournis par des services encadrés par la loi et de manière durable. Donc là, c'est une définition un peu plus discutable, mais plus tangible pour discuter d'effondrement aujourd'hui, pour les générations présentes. Il y a, comme je disais, ça prend des années de se rendre compte de ça, et on y va graduellement. Si tu dis à quelqu'un qui découvre, tu lui dis tout, tu lui balances tout, ça le casse. Moi, j'ai déjà cassé des publics. Au début, j'étais enthousiaste, j'ai fait un cours de 4 heures, j'ai balancé tous les graphiques sur le climat et tout. Ils étaient démontés. Ils étaient démontés livides. Ou ils n'étaient pas équipés pour comprendre? Mais c'est pareil. Comment il fonctionne, comment l'armée peut éventuellement se préparer ou croit en ces infos ou pas. Parce que moi, on avait été influencé dans le livre par des rapports de l'armée allemande, états-unienne, australienne, sur le pic pétrolier. Donc, ils décrivaient très bien les conséquences que ça pourrait avoir. L'armée allemande, c'était effondrement... si le pic pétrolier a lieu en 2010, et le brut a eu lieu en 2006-2007, l'armée prévoyait un effondrement de nos sociétés 2025-2030. La Bundeswehr, l'armée allemande. Voilà, bon, c'est des possibilités, mais ça fait quand même réfléchir. Et l'armée états-unienne, il y avait eu, sur le pic pétrolier, il y a eu plusieurs rapports. L'administration fait le rapport Hirsch, qui est passionnant, en 2005, sur le pétrole. Ça, il faut aller lire, c'est fou. 2005, on savait déjà tout. Puis après, on se tape 8 ans de Bush. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Et il y a eu pas mal de rapports aux États-Unis. C'est mis en ligne, c'est ça qui est fou, sur le climat. Le rapport entre l'armée, le climat et les possibilités de géopolitique, de déstabilisation, c'est effrayant. Enfin, c'est vraiment fou, quoi. Tous les scénarios, voilà. Il y a eu scénario plus 2 degrés, ils appellent ça catastrophique. Ils font un scénario plus 9 degrés de moyenne, scénario anéantissement, ils l'appellent, avec plus 2 degrés, guerre nucléaire entre Pakistan et Inde pour les ressources en eau. C'est fou. C'est pas les pénuries le problème, c'est les pénuries à venir. En fait, l'être humain, il sait gérer les pénuries depuis des centaines de milliers d'années. On a été fait là-dessus. On a évolué là-dessus. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme, en croyant que l'autre, il va te bouffer la gueule. Et c'est ça la boucle. Tu vois, il y a un paradoxe temporel, philosophique, métaphysique, d'ailleurs que démêle bien Jean-Pierre Dupuy.
Il y a une prophétie autoréalisatrice. Si tu crois, si tu es dans le bain culturel, que ton voisin, dès qu'il n'y a plus de nourriture, il va venir te voler, tu peux que te préparer à ça. Et en te préparant, en croyant ça, les autres te voient et du coup, ils croient. Et ça crée les conditions que tu voulais justement éviter. On peut voir le changement climatique ou la possibilité d'un effondrement ou les chocs systémiques globaux, tout ce qu'on dit là depuis le début, comme en fait le nouveau grand méchant loup qui pourrait permettre une coopération internationale. L'humanité va enfin se serrer les coudes pour ne pas mourir en fait, pour ne pas s'auto-suicider, pour résister, pour survivre ou vivre plus longtemps au changement climatique. Le problème, c'est qu'il manque plusieurs ingrédients, et on les détaille dans le livre. Pour qu'il y ait entraide dans un groupe, il faut qu'il y ait sentiment de sécurité, qu'on se sente bien avec les autres dans le groupe. C'est pas gagné au niveau international, parce qu'on sait qu'il y en a qui trichent, il y a des services secrets, tout ça c'est le bordel. 2, sentiment d'égalité ou d'équité. On en est loin. Quand tu as les États-Unis, tu as 5 pays qui ont le droit de veto, déjà c'est pas au niveau de l'ONU, il n'y a pas du tout d'équité. Tu as des petits pays, tu as des grands pays, pas du tout de sentiment d'équité. Mais ça, c'est hyper toxique pour un groupe. Le sentiment d'inégalité ou d'injustice, alors là, ça provoque un effondrement de la... T'as déjà essayé d'enlever un gâteau à un obèse? Le train de vie américain est pas négociable. C'est ça. Bon, après, tu as la question de la dépendance aux drogues. Dépendance au pétrole, c'est une vraie drogue. La dépendance à la dette. À la dette, à la croissance, qui est simplement une calorie espérée, future. Attends, le troisième sentiment, c'est le sentiment de confiance. C'est juste pour terminer ça. Par rapport à la dépendance à une drogue, ça, petite parenthèse sur le mouvement de la transition, je trouve ça vachement intéressant si vous creusez. Le manuel de transition en parle bien. Une des techniques pour justement se libérer du pétrole, ils ont été les prendre dans la psychologie de sevrage, des toxicos. Et c'est passionnant. Du coup, on fait des groupes d'entraide, etc. Et c'est les mêmes au niveau collectif. Tu as les mêmes méthodes de psychologie, de suivi. Sur des petits groupes. Des petits groupes, dans les transitions, quoi. C'est toujours des groupes locaux, de quartiers, etc. Et tu peux faire ça et ça te sert à te désintoxiquer du pétrole. Je trouve ça génial. Ça permet d'avancer. C'est peut-être pas la panacée, mais en tout cas, ça montre bien qu'effectivement, au pétrole, on est complètement drogué. Un produit pas cher. Le pétrole, c'est magique. C'est une source d'énergie magique et on ne peut pas s'en passer, quoi. Si tu penses trop, tu deviens fou. Et si tu n'y penses pas, tu deviens fou aussi. Et le problème, c'est qu'à chaque stade, on perd 90% des gens. Tu vois, 10%, 10%, de 10%, de 10%. On se retrouve très peu nombreux à être au stade où on se dit, mais en fait, ça va tout changer, le futur, la représentation du monde, mon rapport avec les autres humains, avec les non-humains, avec mes enfants, avec ma femme, avec... En fait, c'est un problème. Et là, tu pars dans la représentation, tout. Et du coup, il y a plein de gens qui disent c'est un chemin spirituel, c'est une transition intérieure. Ah non, mais attends, il y a 3 manières de mourir en masse. C'est ça. Guerre, maladie, famine. On n'y manquera pas. C'est les 3 manières qu'il y a de mourir en masse. Le climat, le pic pétrolier, tout ça, c'est des mots gentils, théoriques, des chiffres de scientifiques. Mais tout ça, c'est des effets de contagion qui débouchent toujours sur 3 choses. Guerre, maladie et famine. Et les 3 sont interconnectés et se nourrissent l'une et l'autre. Et il peut y avoir des causes climatiques, des causes... On n'arrivera pas à dénouer toutes les causes, mais ça termine toujours comme ça. Ouais. Quels sont les risques? Quelles sont les menaces par rapport à... est-ce que la population est exposée à des menaces selon vous? Alors, la réponse est oui, sauf que pour le moment, on voit la partie sympathique de la menace. Si je prends, on pourrait presque dire que l'énergie, c'est une drogue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dans un premier temps, est très sympathique. Plus on en consomme, plus c'est sympathique, sauf que les effets désagréables, le côté gueule de bois arrivera derrière. Alors le côté très sympathique, il arrive au début. Depuis qu'on a commencé à taper dans l'énergie fossile, on a augmenté la taille de la population, on a augmenté l'espérance de vie de la population, on a augmenté le rayon d'action de chacun.
peut aller plus loin, plus vite pour moins cher. On a augmenté la quantité de nourriture à laquelle on a accès pour moins cher. On a augmenté notre pouvoir d'achat. Bref, pour le moment, en première approximation, c'est que du bonheur. Le problème, c'est que l'expérience n'est pas terminée et qu'une bonne partie de ce que je viens de décrire se paye derrière d'un certain nombre de factures dont l'effet n'est pas instantané. Alors, il y en a une à laquelle on peut penser, c'est le changement climatique, mais pas que. Le fait qu'on soit très nombreux sur Terre, par exemple, ce qui a été permis par l'énergie, a engendré de la déforestation. Parce que pour nourrir tout ce beau monde, il faut faire des champs. Les effets désagréables ont commencé à arriver et vont augmenter avec le temps. Donc il y a une forme de menace à ce titre. Est-ce que la population s'en rend compte? Probablement plus qu'on ne le pense, de façon un peu diffuse. Est-ce qu'elle s'en rend suffisamment compte et est-ce que c'est suffisamment haut dans ses priorités pour qu'elle accepte d'arrêter de vivre vite, quelque part, c'est-à-dire de profiter de tout tant qu'on en a et on verra ensuite pour plus tard? Ça, c'est pas complètement certain. Le mix énergétique, ça doit vous parler. Le mix énergétique dans 10 ans, on aura quoi, à votre avis? Alors, le mix énergétique mondial aujourd'hui est dominé à 80% par les combustibles fossiles. Et si je fais court, c'est 30% en pétrole, un peu moins de 30% en charbon et un peu plus de 20% en gaz. Et le mix énergétique mondial dans 10 ans, il est encore dominé par les combustibles fossiles, quoi qu'on fasse. Si on est raisonnable sur le climat, on consommera moins d'énergie, mais ça sera toujours de manière dominante des énergies fossiles. Si on n'est pas raisonnable sur le climat et qu'on a encore suffisamment de stock, on consommera plus d'énergie fossile et ça sera surtout plus de gaz et de charbon. Parce que le pétrole, on n'est pas très loin du maximum. Mais voilà, il n'y aura pas de basculement rapide sur autre chose dans les 10 ans qui viennent. Les répercussions sur l'économie? Alors, la répercussion sur l'économie, il faut rappeler le rôle de l'énergie dans l'économie. En fait, l'énergie, c'est par définition la formation d'un flux physique. C'est ça l'énergie. Donc l'énergie, ça sert à compter un flux physique. Or, l'économie, ça sert à créer des flux physiques. Quand je transforme du minerai de fer en fer, c'est un flux physique. Quand je transforme mon fer en boulon de 12, c'est de nouveau un flux physique. Et quand je transforme tout un tas d'éléments dans la caméra qui est en train de me filmer, je fais aussi des flux physiques. Donc et puis quand derrière je transporte le meuble que j'ai fabriqué entre l'usine de meubles et le magasin où je vais aller l'acheter, même en kit, c'est encore un flux physique. Quand je déplace le consommateur en voiture jusqu'au magasin, c'est encore un flux physique. Donc l'économie, elle est basée sur des flux physiques. Plus j'ai d'énergie à mettre dans le système, plus je suis capable de faire fonctionner de machines, parce que l'énergie, en fait, c'est le fonctionnement d'une machine, et donc plus je suis capable de créer de flux physiques. Donc il y a un lien inexorable entre la production économique, au sens où on l'entend habituellement mesurée en euros, et la quantité d'énergie qu'on met dans le système, c'est-à-dire la quantité de machines qu'on met en mouvement pour produire ces flux physiques qui auront une contrepartie en euros. Ce qui veut dire que dans le système dans lequel on vit, on n'a pas trouvé le moyen de baisser significativement la consommation d'énergie sans contracter significativement l'économie. On ne sait pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe quand l'économie se contracte? Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, dans le passé, c'est pas le passé, c'est les 10 dernières années. En fait, il se trouve que l'approvisionnement énergétique dans ce qu'on appelle la zone OCDE, c'est-à-dire ce qu'on appelle encore classiquement les pays riches, sauf que même les pays pauvres aujourd'hui sont très riches par rapport aux paysans du Moyen-Âge, mais bon, appelons-les quand même les pays riches, les pays de l'OCDE, donc toute l'Europe, l'Amérique du Nord, le Mexique, etc., le Japon. Dans cette zone-là, l'approvisionnement énergétique global est passé par un maximum en 2006. Donc ça fait 10 ans qu'on a passé le maximum, 11 ans même, et ça a commencé à décliner derrière. Et c'est parce que cet approvisionnement a décliné que la croissance économique a commencé à ralentir dans ces zones-là, que ça a créé aux États-Unis un problème de retournement des prix de l'immobilier, qui lui-même a engendré la crise financière que l'on sait. Donc c'est bien la crise énergétique qui a déclenché la crise financière. Donc ça, c'est une première conséquence très concrète de la crise économique, qui s'est translatée en Europe, qui s'est traduite par une baisse du nombre d'emplois. Alors pourquoi est-ce que quand l'approvisionnement énergétique baisse, le nombre d'emplois baisse? C'est assez simple, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un emploi qui puisse se passer d'une machine. Personne qui est derrière la caméra, là, a besoin d'une machine. Si je lui supprime sa caméra, je lui supprime son emploi. Moi, j'ai besoin de machines pour fonctionner, même si je suis consultant. J'ai besoin d'un métro pour m'amener à mes rendez-vous. J'ai besoin d'un ordinateur pour marcher. De temps en temps, j'ai besoin d'un ascenseur pour monter au 30e étage de la tour où j'irai voir quelqu'un. D'un téléphone pour prévenir que vous êtes en retard? Jamais. Non. Depuis peu, un téléphone qui me sert parfois à prévenir que je suis en retard. Mais ça, c'est pas indispensable pour faire mon boulot. Par contre, le métro, beaucoup plus. Et l'ascenseur pour monter au 30e étage de la tour, il l'est aussi quelque part. Et l'ordinateur encore plus avec le métier que je fais.
Donc je suis totalement dépendant de machines. Le conducteur de bus, il est dépendant d'une machine, c'est le bus. Même le fabricant de foie gras, il est dépendant de tout un tas de machines pour faire les aliments pour ses canards, pour bouillir les foies, enfin pour cuire les foies, pour fabriquer les bocaux dans lesquels il va les mettre. Enfin, donc on est tous dépendants de machines. À partir du moment où je contracte l'approvisionnement énergétique, j'ai moins de machines qui travaillent et donc j'ai besoin de moins de monde pour piloter les machines. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans tous les pays industrialisés, quand je contracte rapidement l'approvisionnement énergétique, je baisse l'emploi. C'est ce qu'on a constaté dans tous les pays de l'OCDE après 2006, où on a vu le chômage augmenter. Et dans les pays qui aujourd'hui ont apparemment résorbé une partie de leur chômage, notamment les États-Unis, en fait, si on regarde la fraction de la population qui occupe un emploi, elle est aujourd'hui inférieure encore à ce qu'elle était en 2000. Et une partie de ces emplois sont des emplois plus mal payés que ce qu'on avait en 2000. Donc, la conséquence d'une contraction de l'approvisionnement énergétique dans un pays qui est devenu tellement dépendant des machines pour assurer sa production économique, on la voit déjà autour de nous. C'est une augmentation du chômage, c'est une augmentation de la pauvreté, c'est une augmentation du vote populiste qui s'appelle Trump, Marine Le Pen ou Brexit. C'est les mêmes expressions, on va dire, dans les urnes, venant de gens qui sont à peu près dans les mêmes couches sociales, habitant à peu près aux mêmes endroits et vivant le même genre de déception. Et du coup, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec une économie qui se contracte de manière structurelle en termes physiques. Sans se castagner. Sans se castagner. Et je pense que l'enjeu, il est là aujourd'hui. Et je pense que le jus de cerveau, on devrait l'investir dans comment je résous ce problème au mieux, et non pas comment je prends les bonnes mesures de je sais pas quoi et je vais libérer la croissance. Le vrai problème qu'on a dans cette affaire, c'est un problème, et c'est là que je vais en venir à mon sujet, c'est qu'on a un problème de mauvais tableau de bord, c'est-à-dire qu'on a inventé un système économique dans lequel il n'y a pas la physique. Depuis 2 siècles, on a considéré que la physique n'avait rien à faire dans le système économique. On a postulé il y a 2 siècles dans l'économie classique que les ressources naturelles, ça vaudrait 0. Donc l'énergie est une ressource naturelle parmi d'autres, ça vaut 0. Et donc dans le système qu'on a conceptualisé, on s'occupe que des hommes et du capital humain et le reste n'a pas d'importance. Sauf que, évidemment, si je mets des hommes et une usine flambant neuve au milieu du vide intersidéral sans énergie, je pense que la production ne va pas... Excusez-moi de vous couper. Je pense qu'il n'y a pas... On va prendre un débat emblématique dans ce pays qui est le nucléaire. On va y venir. Non, mais je vais y venir tout de suite. Aujourd'hui, si on supprime une partie de la production nucléaire, quelques règles de 3 pas très compliquées à faire sur ce que ça coûte de remplacer le nucléaire par un système complet avec à la fois les éoliennes et les panneaux solaires et la sécurité d'approvisionnement qui va derrière, c'est-à-dire la garantie que le train de 8 heures partira bien à 8 heures, même s'il n'y a pas de vent, eh bien le coût complet de cette affaire, c'est un multiple des investissements, même très chers, dont on a besoin pour refaire du nucléaire. C'est-à-dire là où j'ai besoin de mettre 1 milliard sur la table pour refaire du nucléaire, même si c'est très cher et je dépasse les budgets, j'ai plutôt besoin de 5 à 10 si je veux la même quantité d'électricité avec des modes intermittents plus du stockage. Comme cet argent, on ne va pas l'avoir. Pour prendre un exemple, l'Allemagne a déjà dépensé quelques centaines de milliards d'euros dans sa transition énergétique. Et eux, ils ont 200 milliards d'euros de soldes exportateurs par an, donc ils peuvent se permettre ce genre de caprice, beaucoup plus que nous. Comme cet argent, on ne l'aura pas, si on décide de supprimer rapidement tout un tas de réacteurs nucléaires, on va essentiellement les remplacer par rien. Du charbon. Non, on ne l'a pas non plus. On n'a pas, donc pas rien. Du coup, on va contracter rapidement l'approvisionnement électrique. Et du coup, on va contracter une partie des flux physiques qui en dépendent. Donc il y aura moins de trains qui arriveront à l'heure, moins d'usines d'aluminium qui pourront électrolyser l'aluminium, etc. Donc la production économique va se contracter. Bon. Aujourd'hui, vous n'avez pas une personne parmi les avocats de la baisse rapide du nucléaire qui dit pas de problème. J'ai bien compris la contrepartie qui est qu'on remplacera ça, pas ça par des ENR kilowattheure par kilowattheure. Énergie renouvelable, ENR. Et deux, que du coup, je dis délibérément que je vais contracter la production économique. Il n'y en a pas un pour penser ça. Donc, et non pas parce qu'ils sont stupides, mais juste parce que... Ils n'ont pas envie de perdre leur place. C'est même pas ça. L'occasion qu'ils ont de comprendre ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les circuits institutionnels, ça n'existe pas dans les gens dont ils s'entourent, ça n'existe pas. Le pétrole, qui est le système mondial de transport, il y a encore moins de gens dans le monde politique qui ont compris que l'approvisionnement français en pétrole, désormais, était orienté à la baisse. Alors, d'abord, je voudrais... Il faut y arriver à l'heure. Je voudrais circonscrire le débat en rappelant que le nucléaire, c'est 15% de l'électricité mondiale. 5. Non, de l'électricité. D'accord. C'est-à-dire, selon la façon dont on compte, entre 3 et 5% de l'énergie mondiale. Je dis bien selon la façon dont on compte, mais je ne vais pas rentrer parce que l'électricité a une comptabilité spéciale. Ça ne change rien à ce que j'ai dit tout à l'heure. 80% c'est des fossiles et dans 10 ans, 80% ça sera toujours des fossiles.
Le nucléaire, dans le contexte de ce que j'ai évoqué juste avant, alors ça peut paraître étonnant à certaines personnes qui nous écoutent, mais c'est un moyen d'amortir la décroissance. C'est quoi? C'est le Doliprane pour faire passer la fièvre ou c'est le C'est à Doliprane peu près pour ça. supporter C'est un moyen la fièvre? d'amortir la décroissance. C'est-à-dire que comme on va de toute façon être mis à la diète en Europe sur les combustibles fossiles, qui eux par contre sont tous structurellement orientés à la baisse, le pétrole, le charbon, le gaz, les trois sont en contraction d'approvisionnement en Europe, les trois, et c'est structurel. Si en plus on abandonne le nucléaire, on accélère la décroissance. Voilà. Donc, dans mon point de vue à moi, le nucléaire, c'est un amortisseur de la décroissance, en même temps que c'est un moyen de se passer du charbon dans la production électrique. Pas de problème. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les gens qui sont contre le nucléaire accroissent globalement le risque et la déstabilisation que court la planète. Voilà. Parce qu'ils nous maintiennent plus longtemps dans le charbon, et que le charbon, ça fait du changement climatique, donc ça va faire des guerres, ça va faire des famines, ça va faire des émeutes, ça va faire un raccourcissement de l'espérance de vie, ça va faire de l'acidification des océans et de la perte de biodiversité, et que si je fais la somme de tout ça, vraiment le nucléaire m'empêche pas de dormir. Voilà. Ça reste, le nucléaire, une industrie dangereuse, comme l'industrie chimique, comme le fait de conduire des voitures, et si je suis encore plus provocant, tant que les cigarettes sont en vente libre, je pense que c'est vraiment pas le sujet de s'occuper du nucléaire. Alors je vais être provocant. Le surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère aujourd'hui, si on arrêtait d'émettre demain matin, il faudrait attendre plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau initial. Plus de 10 000 ans. Donc, alors qu'avec le changement climatique, on est en train de mettre en œuvre à l'échelle de la Terre, dans son ensemble, quelque chose qui est susceptible de déclencher la guerre partout, avec une non-réversibilité sur 10 000 ans. Enfin, on n'est juste pas du tout en train de parler de la même chose.